Et là, je cite ce qu'il dit de l'outil, parce que avant il parlait du désir, mais sans outil encore, le désir encore animal, si vous voulez, voyez. Le désir, dans son acte d'anéantir, un singe qui voit une banane, il va l'anéantir dans son gosier, hein. Le désir, dans son acte d'anéantir, ne parvient pas à obtenir sa propre satisfaction. Demain, j'aurai faim de nouveau, et ainsi de suite, hein. Et l'être objectif, dans la mesure même où il est anéanti, continue cependant à subsister. Je mourrai avant d'avoir liquidé tous les objets qui sont autour de moi, hein. Le travail est cette conscience pratique, en tant qu'elle est la relation, cette conscience pratique, des êtres universels et l'étreint des deux extrêmes. J'en viens à ceux qui disent que Hegel est imbitable. Effectivement, c'est dit abstraitement, mais là on comprend, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'outil, sinon un moyen terme, là? Par exemple, le stylo dont je me sers entre moi et le papier, hein, je veux dire. Donc, le travail est cette conscience pratique en tant qu'elle est la relation des êtres universels et l'étreint des deux extrêmes. Ici, les deux extrêmes, il faut penser à le sujet travailleur et l'objet travaillé, tout simplement. Entre les deux, il y a l'outil, hein. Le travail doit être de même le moyen terme en lequel les deux extrêmes, je répète, le sujet travaillant et l'objet travaillé, se rapportent comme opposés. Il y en a un qui est actif, l'autre qui est passif, par exemple, hein, et en lequel ils subsistent en tant qu'ils sont séparés, et par quoi l'acte de travailler comme tel a son existence permanente. L'outil dur, c'est ça. Permanente, quasiment celle d'une chose, car l'outil est une chose. C'est pas comme une idée ou une pensée que j'oublie une heure après. Le galet éclaté, il va me resservir demain, il s'installe dans la durée, n'est-ce pas? Par le fait même d'être une chose. L'instrument, et là cette phrase capitale, est le moyen terme existant, et pas seulement dans ma tête, ou dans les mots, est le moyen terme existant, l'universalité existante, puisque là il y avait, rappelons-nous d'Aristote, seul. Il n'y a de connaissance que du général et d'existence que du particulier, Aristote, qui est un logicien traditionnel. Il n'y a de connaissance que du général. Je connais l'homme, quand je parle de l'homme en général, ce qui est commun aux Japonais, aux Français, etc., à l'homme adulte, à l'homme jeune, bon, très bien. Mais je ne serre jamais la louche à l'homme en général. Je serre la main à Hugo, à Erwan, à Philippe, voilà, à toujours un individu déterminé, à un individu. Donc, conclusion d'Aristote, il y a de connaissance que du général, mais d'existence que de l'individu. Double conséquence négative, l'individu est inconnaissable. C'est une limite de toute connaissance. Parce que pour Aristote, connaître, c'est classer. L'individu, c'est pas une classe par définition, donc c'est la limite de toute connaissance. Je peux parler de l'homme, c'est pas une grande définition. Quand je dis Socrate est un homme, j'ai pas dit grand-chose. D'accord? Mais c'est une exactitude. Par contre, dire tout ce qu'est Socrate comme individu, c'est infini. C'est inconnaissable, voilà, c'est trop riche. Je peux dire Mozart est un Autrichien, et ainsi de suite. Hein, d'exprimer toutes les vérités et tout ce qu'il y a à dire sur Mozart, c'est trop long. L'individu, c'est ce qu'il y a de plus riche. Donc, l'individu est inconnaissable, mais il existe. Le savoir se apporte au général, mais le général n'existe jamais tout à fait. C'est juste une approche. Hein, je peux dire les animaux en général, les mammifères dedans, les félins et Minet, mon chat à moi. Voilà, c'est une approche comme ça. Hein. Ça, c'était Aristote. Donc l'universel, c'est tout ce qu'on veut sauf l'existence. C'est seulement dans ma tête. Un peuplier existe, un chêne existe, un figuier existe. Mais l'arbre en général, lui, n'existe pas. C'est parce que je fais des comparaisons, je vois qu'il y a à chaque fois des feuillages, un tronc et des racines. Et voilà que qu'est-ce qu'il dit Hegel? Mais attendez, on n'y est plus là. L'instrument est le moyen terme existant, l'universalité existante. Vous voyez la révolution. Grâce à l'outil, ce qui est dans ma tête seulement un universel, le but que j'ai de faire en sorte que je boive pas l'eau dans la rivière comme ça, mais que je construise un récipient pour la ramener à la caverne. But qui n'est pas propre à moi. Le but de tout animal qui veut survivre et boire. L'instrument est le moyen terme existant, rationnel. L'universalité existante, il insiste, du processus pratique. Ça, c'est pré-marxien, presque à chaque mot. Hein. Il apparaît du côté de ce qui est actif, l'outil, hein. Qui est actif? Le travailleur lui-même, hein, face à ce qui est passif. Mais il est lui-même passif en le considérant du côté du travailleur et actif vis-à-vis de l'objet travaillé. Il est ce en quoi le travail a sa permanence.
C'est pour ça que je disais, c'est avec lui qu'on pourra faire l'éducation de la génération d'après. Et moi qui ai vécu dans des pays où il y a encore l'initiation du jeune par les vieux, parce qu'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas l'école, on commence à servir de l'arc, des outils, les chasseurs. L'initiation de l'enfant, c'est d'abord l'initier à l'outil. Hein. Et pour la musique, pareil. Hein, il y a eu des recherches sur comment se transmettre les musiques traditionnelles, puisqu'il n'y a pas de solfège, il n'y a pas d'écriture, etc. Le griot apprend à se servir de la kora, du balafon et de la voix. Hein. Voilà. Oui, bien sûr, des percussions. Il est lui-même, donc je répète, il est ce en quoi le travail a sa permanence. Alors que d'habitude, le travail, c'est quelque chose d'évanescent. Par définition, ça disparaît. Hein. Il est la seule chose qui reste du travailleur et de l'objet travaillé. Voilà que le moyen terme qu'on regarde un peu avec mépris, l'essentiel étant ce que je vise à travers lui, n'est-ce pas, la fin. Voilà que ce moyen terme, nous, extrêmes, on disparaît, n'est-ce pas, on meurt avant lui et lui, il va rester. Hein. Il est ce qui reste du travailleur et de l'objet travaillé, ainsi que ce en quoi leur être contingent se perpétue. Il se transmet dans les traditions. Alors là, la médiation est sur toute la ligne, n'est-ce pas, entre les générations, entre le sujet et l'objet travailleur et l'objet travaillé, entre ce qui est intérieur et ce qui est enfin extérieur, entre le subjectif et l'objectif, et ainsi de suite. Donc l'outil, c'est la médiation absolue. Vous me direz, et le langage, c'est quand même la médiation par excellence. Et là, vous voyez qu'il y a un lien entre le langage, le concept et l'outil. Je ne suis pas sûr que le langage ait pu apparaître chez les hommes s'il n'y avait pas eu la praxis d'abord. Si vous voulez creuser ce chapitre-là, il y a un auteur que Bouscard travaillait énormément. C'est Tran Duc Thao, vous avez peut-être entendu parler, philosophe vietnamien. Vous en avez parlé, hein, qui a été influencé par l'école phénoménologique, qui était la marxiste-léniniste, hein, mais qui a été influencé par l'école phénoménologique, par Merleau-Ponty, même à une époque, parce que c'était son époque, et qui a écrit ce bijou, qui était aux éditions sociales à l'époque, Essai sur l'origine de la conscience et du langage. Où il essaie de se placer justement au moment où il essaie d'imaginer, dans la préhistoire, le moment médiateur où on est passé, où le chasseur-cueilleur a fait ça, ce qu'il appelle le geste de l'indication. L'antilope, elle est passée par là, tu vois. Ce serait un premier décollage du signal vers le signe. Je suis obligé, là aussi, de faire une parenthèse. Il y a une distinction du signal et du signe. La fumée signale le feu. Mais entre dans le signal, le rapport entre le signifiant, la fumée, et le feu, le signifié, est une consécution naturelle qui n'a rien de mystérieux. Tout animal qui sent dans la brousse, dans la savane, l'odeur de la fumée, prend ses jambes à son cou, parce qu'il sait que ça va être chaud pour lui, c'est le cas de le dire. Parce que la consécution est naturelle, ça n'a rien à voir avec le monde de l'homme. Par contre, le monde du signe, et non pas du signal, est l'exclusivité de l'homme. À savoir que quand je dis Djara, Bambara, ça veut dire lion. Je fais exprès de prendre une langue étrangère. Je dis Djara, je dis Löwe en allemand et je dis lion en français. C'est tous les trois désignent la même chose. Il n'y a aucun rapport là entre le signifiant et le signifié. C'est une convention, c'est plus une nature, le lien. Alors que dans la fumée et le feu, il y a un lien que la nature produit. Donc il faut être là avec ses cinq sens pour... tandis que là, on est libéré complètement du lien à la consécution naturelle. Je vous dis maintenant, Himalaya, et vous avez une représentation, alors qu'on est loin de l'Himalaya, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, selon qu'on y est allé ou pas allé, ou qu'on a vu que des photos. Mais enfin, je fais être là ce qui n'est pas là, la médiation. Oh. D'accord? Et c'est pas un hasard si le premier des signes, le tombeau, c'est soma. Le signe, c'est sema. Et Platon est le premier à faire le jeu de mots. Un signe, un tombeau. Le premier des signes que l'homme a fait à l'homme, c'est le tombeau. Parce qu'il fallait donner une présence à l'absence. Médiation. D'accord? C'est pour ça que dans les films, dans les Tarzans, on cherche désespérément le cimetière des éléphants. On voudrait que les animaux eux aussi aient leur tombeau. On quand même mourir. Parce qu'on pense les animaux comme nous. C'est le propre de l'homme et son rapport à la mort, son savoir de la mort, que tout d'un coup, il présentifie l'absence et l'irréversibilité de la disparition par la présence du tombeau. Voilà. C'est intéressant. Hein, puisque même anthropologiquement, lorsque les paléontologues sont pas sûrs de savoir si on a affaire à un australopithèque, à un singe ou quoi, ce qui en reste de sépultures et des rituels, ben là on est sûr qu'on a affaire à des hommes. C'est bien la preuve que c'est un indice de l'anthropologie, la sépulture. Tran Duc Thao, donc je creuse maintenant, le vietnamien, très justement,
prévient les arguments qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Maintenant, il faut montrer que l'homme n'a rien inventé, que la luciole a inventé la lampe, en oubliant que la luciole ne connaît que ça, et que le blaireau, il ne peut que vivre en creusant des terriers. Le propre de l'homme, c'est de vivre au Groenland dans la glace, de vivre dans la forêt équatoriale, c'est de ne pas être déterminé par son biotope, justement, de soumettre son biotope à ses finalités, et non pas de s'adapter à un biotope donné, pour ne plus en bouger. Quand même, il ne faut pas oublier, autrement dit, l'homme a la fonction de l'universel. D'être chez soi où il veut et partout, même dans l'espace, depuis la conquête spatiale. Parce que c'est pas fait pour l'homme. Hein. C'est aussi insolite de se promener dans l'espace que les premiers marins qui sont... Il n'y a pas moins naturel pour l'homme que de se balader sur la mer. D'accord, c'est pas un poisson, hein, que je sache. Bon. Ni un oiseau de mer. Donc, Platon disait, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a ceux qui font le commerce, et ceux qui vont à la guerre, et ceux qui vont sur la mer. C'est beau, hein, c'est l'époque de marins, les Grecs. Donc, j'y reviens pour... Il y a besoin de parler de forme, parce que, et c'est vrai, que l'animal utilise des instruments d'une manière saisissante, des fois, et d'une manière très complexe. On voit des oiseaux, paf, couper une épine, avec le bec, comme ça, la planter dans un trou et en tirer un verre. C'est quand même une opération vachement élaborée. Vous avez vu des oiseaux de mer monter loin, avec un coquillage dans le bec, le laisser tomber pour qu'il éclate et le bouffer, parce que c'est compliqué de l'ouvrir quand on n'a pas de pattes. Ou un singe qui prend un caillou, paf, et qui écrase une noix pour bouffer l'amande qu'il y a dedans. Alors on me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Hegel? L'animal, il est déjà dans l'instrument. Oui, dans l'instrument, pas dans l'outil. Ce qui est typique de l'outil, c'est la forme typique. Quand on dit la civilisation des haches tombales autour de la Méditerranée, ou plutôt de l'Atlantique d'ailleurs, hein, on trouve toujours la même forme avec un manche et une lame en pierre de hache. Autrement dit, il y a une forme qui se répète, alors que le singe, il prend le caillou qui est là, l'essentiel c'est qu'il y a une masse assez forte et assez lourde pour casser sa noix. Il n'a pas produit l'instrument. Alors que l'homme préhistorique, c'est celui qui produit d'abord l'outil. Il faut un manche et un ceci, vous voyez, c'est une élaboration. Autrement dit, il a un modèle dans la tête. Il a une pensée, si vous regardez bien. Et là, vous connaissez la phrase de Marx. Ce qui distingue immédiatement la plus adroite des abeilles du plus malhabile des architectes, l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. C'est pas un acte instinctif de produire un outil. C'est un acte qui suppose une prise de distance avec mon désir. Je le remets à plus tard, pour l'instant, je ravale ma salive et je produis l'outil. Et après, je pourrai manger autant que je veux. Il y a une typologie de la forme, oui. On retrouve partout les mêmes pointes de flèche dans le Sahara. En silex bien taillé avec une pointe, il y a une forme qui est un modèle dans la tête. Et là, vous retrouvez eidos, l'idée, la forme. Ça vient d'un coup. Même contour visuel, même fonction, donc même forme. Le langage stabilise le flux des sensations que nous partageons avec l'animal. Imaginez qu'on n'ait pas les mots, qu'on ait un rapport à l'être qui soit uniquement des sensations. Vous vous rendez compte ce que Kant appelle une rhapsodie sans suite. J'aime bien la rhapsodie, c'est le genre musical. Il n'y a pas de forme sonate, il n'y a pas de fugue, il n'y a rien, les suites de sons. Une rhapsodie sans suite. C'est une odeur, c'est ceci, c'est cela. Les objets ne sont pas individualisés. Nous disons une montagne, mais c'est arbitraire. Nous disons, ben quand même, il y a la montagne, il y a la plaine, c'est bien l'opposé, quoi. Il y en a une qui est élevée et pointue, et l'autre qui est plate. Oui, sauf que, vous savez ce qu'on appelle une pénéplaine en géographie. C'est ce qui reste d'une montagne érodée par des millénaires, par des millions d'années d'érosion, et qui devient une plaine, mais qui était une montagne. Donc on peut dire, la montagne est devenue une plaine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Et ça s'appelle une pénéplaine. Autrement dit, c'est nous qui qui isolons des moments, les moments où c'était une montagne et maintenant c'est une plaine. C'est comment le problème que se pose Descartes dans le morceau de cire. Hein. Il était blanc, maintenant il est jaune, il avait une odeur de miel, maintenant il a une odeur de cramé, pourquoi je continue à dire le morceau de cire? Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas le langage, on ne stabiliserait pas. On ne donnerait pas une stabilité. Je répète exprès pour faire jaillir le mot substance. Stare. C'est ce qui se tient en dessous. Substare, c'est ça la substance. En dessous de quoi? Eh ben de tous les mots que je suis en train de développer. La cire était jaune, était blanche, maintenant elle est jaune, elle était odeur de miel, elle est comme ceci. Hier j'étais malade, aujourd'hui je suis bien portant. Les attributs changent, mais le sujet demeure. Ah ben, c'est plus la substance, tu dis le sujet, parce que c'est le même mot.
l'un en latin, substare, l'autre en grec, sub iacere, au supin, je ne vais pas compliquer. On le retrouve en français, sigi, c'est le verbe gésir. Hein, subjectum, jectum, c'est ce qui est jeté là, c'est ce qui gît dessous, exactement comme substare, c'est ce qui se tient dessous, c'est pareil. Donc la substance, c'est un peu une casserole. Si j'ai pas la casserole, je pourrais mettre ni de l'huile, ni de l'eau, ni du lait. Il faut bien quelque chose pour recevoir tous ces attributs, toutes ces qualités qui sont dans les mots que nous employons. Parce que si je dis jaune, tu verras jamais le jaune en soi. Ça, les anciens le savaient bien, Platon et surtout Aristote. C'est le jaune d'un chandail, c'est le jaune d'un cahier, c'est le jaune d'un poussin, c'est le jaune d'un jaune d'œuf, mais c'est pas le jaune en soi. L'attribut, l'adjectif qualificatif n'a pas par lui-même l'autonomie de la substance. Par contre, le cahier, le chandail existe. Il peut être jaune, il peut être noirci, il peut être, d'accord, la fleur peut être fraîche, elle peut être fanée, la fleur. Seul le sujet, la substance existe. Les attributs ont besoin des sujets pour se loger, pour exister, pour avoir droit à l'existence. D'accord ? Donc, encore une fois, grâce à Traductao, nous voyons que pour qu'il y ait une stabilisation par le mot, c'est un arbre. Donc je sors du flot où il y a à la fois le figuier, le bananier dont on avait vu une fois qu'on se demande si c'est un arbre ou une herbe géante puisqu'il n'y a pas de bois dans le bananier. C'est pas ligneux. Tout ça, nous on dit un arbre, on prend un concept. Or, qu'est-ce que dit Traductao à la suite de Hegel et de Marx? Il est en train de dire si l'outil n'avait pas stabilisé ce qu'on vient de voir, c'est ça, c'est le rapport au temps, l'invariant. Si l'outil n'avait pas assuré une permanence dans le phénomène, nous ne serions pas arrivés à la stabilité conceptuelle. Voilà, la médiation, elle est là. Merci, Traductao.